Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Nous sommes aujourd'hui le 6 mai. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rocher et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, à la une de votre podcast, 377 millions d'euros, ce sont les dépenses de l'administration wallonne en consultance. Un montant élevé qui s'explique de plusieurs manières. Évidemment, tout ça, ça rajoute des couches de complexité au travail des fonctionnaires qui ont besoin de réponses rapides. Côte d'Or et Lotus s'allient pour créer un nouveau produit qui, selon eux, prendra d'assaut les marchés. On pense qu'ici en Belgique, ça va être un succès énorme aussi. L'ascension de Warren Buffett, l'application de Meta AI, restez à l'écoute de Z sur 7. Z sur 7 à la une. Selon les chiffres dévoilés par la Libre, l'administration wallonne a réservé 377 millions d'euros en marché de consultance entre 2019 et 2024. Entre les conseils RH, les audits, les études de risque, les dossiers stratégiques et bien d'autres choses encore, les prestataires extérieurs sont consultés sur presque toutes les matières dans un environnement qui évolue constamment. Nicolas Gobiette, l'un des journalistes chargés de cette enquête, explique. La succession des réformes de l'État qui ont compliqué le travail des fonctionnaires, mais aussi la complexification du monde économique, le besoin en informatique, avec les cyberattaques, on a vu notamment il n'y a pas longtemps avec le SPOE, tous ces problèmes-là. Évidemment, tout ça, ça rajoute des couches de complexité au travail des fonctionnaires qui ont besoin de réponses rapides. 17 millions en consultance pour le service public, 25 millions pour l'opérateur de transport de Wallonie, mais le plus dépensier reste le Forem. Dans les 377 millions d'euros de marchés qui ont été passés entre 2019 et 2024 par les administrations wallonnes, il y a un EIP qui tire son épingle du jeu, c'est le Forem, avec 265 millions d'euros. Dont 250 qui sont consacrés exclusivement à l'informatique. Contacté par téléphone, le Forem rappelle qu'il gère 400 000 demandeurs d'emploi, forme 100 000 personnes chaque année et travaille avec 80 000 entreprises. Le tout au travers de 160 plateformes qui doivent être sécurisées. Un travail essentiellement réalisé par des profils IT externes, difficile à recruter avec les barèmes publics. Ce qui pose problème, c'est quand c'est des contrats qui durent, dont les conditions de reconduction ne sont pas nécessairement très claires. Jean-François Husson, professeur de finances publiques à l'UCL. Parfois, on se demande aussi, comment est-ce que tel opérateur a été pris, et la presse se fait régulièrement écho de soupçons de copinage par rapport à certains marchés. L'enquête a été réalisée auprès de 23 organismes wallons d'intérêt public. Un travail laborieux car il n'existe pas de plateforme unique où l'on peut trouver ces informations, avec des réponses aux demandes d'informations qui arrivent de manière aléatoire. Jean-François Husson pour terminer. Tous les marchés devraient être identifiés quelque part, d'une manière centralisée, avec les montants et avec un descriptif de mission. Depuis une vingtaine d'années, le recours aux consultations a augmenté, bien que la transparence attendue ne soit pas toujours au rendez-vous. Z sur 7 à la une. Des éléphants sont apparus à Bruxelles, à Liège et à Lembeek devant le siège de Lotus Bakeries. Un coup de com' de Côte d'Or et Lotus Biscoff qui unissent leurs forces autour d'un nouveau produit avec, comme l'explique Jan Boon, CEO de Lotus Bakeries, un chocolat plus affirmé. Je suis très fier que nous puissions maintenant réunir Côte d'Or et Biscoff, ce qui constitue une excellente association. Côte d'Or est une marque très forte, mais a également un goût de chocolat typique. Un enthousiasme partagé par Dirk Van de Putte, le CEO de Mondelez International. On pense qu'ici en Belgique, ça va être un succès énorme aussi. En plus, parce que Biscoff est la marque numéro 1 dans les biscuits en Belgique. Côte d'Or est la marque numéro 1 en chocolat. Donc les deux combinés, ça doit vraiment faire un appel aux consommateurs. Mondelez et Lotus avaient déjà inondé les marchés au Royaume-Uni avec une recette à base de Cadbury, le chocolat préféré des Britanniques. Le lancement en Angleterre est un grand succès. On a déjà doublé les expectations de nos volumes pour l'année. Mais cette fois-ci, l'objectif est plus vaste. Comme le souligne Dirk Van de Putte, les deux entreprises veulent se tourner vers de nouveaux marchés. Si on regarde le marché des biscuits en Inde, c'est un grand marché. On a lancé Oreo sur le marché il y a 10 ans.
On fait plus de 200 millions de dollars de chiffre d'affaires pour le moment. Et donc, on a les mêmes ambitions pour Biscoff. Donc, pour moi, dans les premières 5 années, on doit arriver à 100 millions de chiffre d'affaires. Et ce n'est qu'un début. Les deux partenaires ont d'ores et déjà annoncé de nouvelles coopérations pour les 5 prochaines années. Le mot de la fin pour Lotus avec son CEO Jan Boon. Nous avons le luxe de pouvoir choisir un acteur mondial qui nous emmènera sur tous nos marchés clés, qui va également apporter la notoriété de la marque et qui va également faire découvrir la saveur Biscoff aux consommateurs. Z sur 7 à la une. Warren Buffett, 6e fortune mondiale, mène une vie simple. Il vit dans la maison achetée en 1958 pour $30,000, mange régulièrement dans une chaîne de fast-food, boit du Coca-Cola et donne des dizaines de milliards à des fondations. Michel Ernst, analyste financier, nous raconte l'ascension de l'investisseur qui a débuté avec le rachat d'une entreprise de textile. Warren Buffett a racheté une société qui était dans le textile initialement, créée dans les années 1800. Qui a pas très bien marché au départ, qui a d'ailleurs fait faillite très peu de temps après, mais qu'il a diversifié, notamment dans les assurances, et puis dans des tas de secteurs différents, cotés ou non cotés en bourse. Et en fait, en l'espace de 60 ans, l'action Berkshire Hathaway a gagné 20% en moyenne par an, ce qui est unique. Aucun gestionnaire, aucun fonds n'a jamais fait aussi bien, aucun indice boursier n'a jamais fait aussi bien. La clé de son succès repose dans sa discipline et sa méfiance vis-à-vis des effets de mode. Il investit dans des sociétés qu'il comprend, dont il étudie le bilan et les comptes de résultats pendant des heures avec son équipe, et dont il peut expliquer l'activité, les chiffres à sa femme, comme il disait parfois. Donc voilà, il veut pouvoir comprendre et pouvoir l'expliquer. Et puis aussi, ce qui est symptomatique, c'est qu'en moyenne, Buffett a investi 12 ans dans une société. En moyenne, 12 ans. C'est beaucoup plus que la moyenne des investisseurs en général. Il investit dans ce qu'il comprend et privilégie les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Par exemple, il est le plus gros investisseur de la plus grande société de chemin de fer de transport aux États-Unis, qui a des dizaines de milliers de wagons, des milliers de locomotives. Il est aussi, par exemple, dans des sociétés comme Duracell, les piles. Et à côté de ce gros portefeuille principal dans les sociétés non cotées, il a des sociétés cotées, dont les plus connues sont Apple, Bank of America, Amex, Kraft Heinz, le ketchup, etc. Et puis à côté de ça, évidemment, il y a le cash. Il y a 348 milliards de cash actuellement dans le portefeuille du holding de Buffett. La position élevée en cash de Warren Buffett reflète ses hésitations, lui qui critique les droits de douane de Donald Trump, qui causent de nombreuses incertitudes au sein du commerce mondial. S'il quitte la direction générale, il y restera impliqué via la présidence du conseil de Berkshire Hathaway. Z sur 7, la tech au quotidien. Notre collègue Christophe Charlot de Trends Canal Z épingle une idée technologique qui boostera votre productivité. Comme chaque semaine, Christophe Charlot vient nous présenter un outil ou une nouveauté qui va vous rendre des services et potentiellement vous faire gagner du temps. Aujourd'hui, focus sur Meta AI, le nouvel assistant intelligent lancé par le groupe Meta, un concurrent direct de ChatGPT, Gemini ou Claude, avec quelques atouts bien à lui. Alors pour commencer, pourquoi Meta décide de lancer une application AI maintenant ? Alors Meta a longtemps intégré l'intelligence artificielle à ses plateformes comme Facebook et WhatsApp, mais restait en retrait sur les assistants IA autonomes, c'est-à-dire les applications vraiment dédiées. Ici, avec le lancement officiel de Meta AI, c'est un changement de cap stratégique. Le groupe veut désormais se positionner comme un acteur à part entière de l'IA générative, au même titre qu'un OpenAI avec son ChatGPT ou Google. Ce lancement s'appuie sur Llama 4, son nouveau modèle, plus performant dans le traitement des textes, des images et même des vidéos. Pour Meta, c'est aussi une façon de se diversifier, de diversifier ses usages face à la baisse d'attractivité quand même de ces réseaux sociaux, notamment Facebook, on le sait. Et concrètement, comment peut-on l'utiliser ? L'utilisation est très simple en fait. Meta AI est accessible via une application dédiée que vous pouvez télécharger sur votre store d'applications. Donc sans devoir passer par Facebook ou Instagram ou WhatsApp, on peut lui parler, on peut lui écrire comme un ChatGPT, mais donc aussi lui poser des questions oralement sans même attendre qu'il ait fini de répondre grâce au mode full duplex. L'échange devient donc beaucoup plus naturel, presque téléphonique. L'IA peut aussi retenir certaines informations si vous l'y autorisez pour éviter de
de tout répéter et surtout avec le bouton Discover, vous pouvez aussi voir comment les autres utilisent l'intelligence artificielle, qui est un bon moyen d'inspiration pour les professionnels. Et là, on retrouve évidemment la touche, on va dire, collective, la touche sociale d'un acteur comme Meta, très connu pour ses réseaux sociaux, évidemment. Et pour terminer, Meta AI peut-il faire de l'ombre à ChatGPT et concurrencer avec OpenAI ? C'est la grosse question, évidemment. La question à 10 milliards de dollars, j'ai envie de dire. En apparence, Meta arrive relativement tard. ChatGPT a évidemment une grande longueur d'avance et une base de données d'utilisateurs qui est massive. Par contre, c'est vrai que Meta a quand même une arme redoutable, c'est son écosystème, un écosystème qui regroupe notamment des applications hyper populaires comme Facebook, Instagram, WhatsApp, un écosystème de 3 milliards et quelques d'utilisateurs. Alors si Facebook, Meta, le groupe en tout cas derrière, parvient à convertir ne serait-ce qu'une petite partie d'entre eux, la dynamique peut très rapidement changer. Autre avantage, évidemment, de Facebook, c'est qu'il a déjà énormément de données et on le sait, il y a quelque temps, Meta s'est donné l'autorisation d'utiliser les données publiques que vous partagez sur ces réseaux. Ces données vont lui permettre d'affiner les réponses. Et donc, c'est un outil puissant que Meta possède, mais c'est aussi un outil qui est fort sensible. C'est vrai que le vrai défi, donc, ça va être de bâtir, je dirais, la confiance sur l'usage des données, tout en restant compétitif sur le plan technique. Alors on verra bien, on sait évidemment que la course à l'intelligence artificielle est lancée, c'est même une guerre que vont se livrer les différents acteurs qui sont bien en place et qui affûtent leurs armes. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Les fluctuations continuent au niveau des marchés internationaux, avec beaucoup de variations et d'impact sur l'économie réelle. Pour terminer cet épisode, Éric Joly vient donner son analyse sur la situation actuelle aux Pays-Bas. Malheureusement, l'économie hollandaise n'a pas la pêche. On l'a vu sur les 3 premiers mois de cette année. Cette économie a connu une croissance de 0,10% par rapport au dernier trimestre de 2024. C'était en dessous des attentes des analystes. Par exemple, ABN AMRO avait tablé sur une croissance d'0,5%. Malheureusement, on n'y est pas. Du côté des ménages, la croissance est restée absente au cours du dernier trimestre. Et on a vu que la croissance de la consommation privée, malheureusement, ne s'est pas poursuivie pendant les premiers mois de cette année. Il y a le CBS, le Bureau des statistiques aux Pays-Bas, qui a vu que les ménages avaient nettement moins dépensé dans les supermarchés. Ils avaient également acheté moins de voitures, mais cela s'explique parce que il y a eu un changement dans la fiscalité hollandaise début d'année, ce qui a fait que bon nombre des consommateurs privés avaient déjà acheté leur voiture pendant les derniers mois de 2024. À quoi s'ajoute bien évidemment l'incertitude globale et donc voilà, le baromètre n'est pas au beau fixe pour l'instant et ça se reflète aussi dans le fait que le taux d'épargne est en hausse. Le front-loading, la nouvelle tendance qui vise à anticiper les importations par les entreprises américaines pour devancer les droits de douane, a déjà ravi plusieurs compagnies. Mais de son côté, l'économie hollandaise n'a pas su prendre les devants. Pas beaucoup en tout cas. L'impact était beaucoup plus visible en Allemagne. Et on aurait pu penser que les sociétés exportatrices hollandaise, qui exporte quand même pas mal de biens vers l'Allemagne, aurait pu tirer profit de cette situation. Malheureusement, ce n'a pas été suffisant que pour contrer la tendance négative des exportations pendant les 3 premiers mois de cette année. Le marché du travail reste également une préoccupation au sein de l'économie hollandaise. On voit quand même que le taux de chômage est en hausse aux Pays-Bas. Le marché du travail est un tout petit peu moins stressé. Pour l'instant, on est à un niveau de presque un poste vacant pour un demandeur d'emploi. Il y a quelques temps, vous le voyez vous-même, on est à 1,5, ce qui était nettement beaucoup plus important. Et oui, donc c'est surtout le secteur du transport, le secteur du commerce qui a vu perdre des emplois. On a également vu que le nombre d'indépendants est en chute libre, ce qui est compréhensible dans un contexte que l'on voit actuellement. Ça peut se comprendre que bon nombre de personnes préfèrent avoir un
un contrat à durée déterminée. Il est encore un peu tôt pour évaluer l'impact des droits de douane sur l'économie hollandaise, mais selon Éric Joly, elle se fera ressentir au deuxième trimestre. Pour la suite, la croissance dépendra de la consommation des ménages dans les mois à venir. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité dans un nouvel épisode de Z sur 7. De quoi parlerons-nous demain, Anne ? Demain, retrouvez Peter de Keyser pour une analyse du rôle stratégique des monnaies de réserve en temps de turbulence mondiale. Et comme chaque jour, ne manquez pas vos rendez-vous avec l'actualité économique.